Monsieur le Président de la République, qui l'a prononcé hier soir, qui est clair, qui n'est pas à résumer, mais peut-être pour les besoins d'introduire notre débat, je pourrais dire que le Président est venu à nous, est venu aux Mauritaniens, 8 mois après le lancement, ou 7 mois après le lancement du programme prioritaire numéro 1, qu'il avait lancé en janvier dernier, pour dire aux Mauritaniens qu'il y a de la continuité dans son action, qui consiste à à réaliser les engagements qu'il avait promis aux Mauritaniens pendant la campagne présidentielle. Les engagements, on les connaît, il les avait annoncés aux Mauritaniens. En janvier dernier, il a lancé un premier lot d'actions pour mettre en œuvre ces engagements. Il s'est trouvé que, moins de 3 mois après, il y a eu cette pandémie qui s'est abattue sur le monde et qui a perturbé les économies mondiales, dont l'économie de notre pays. La mise en œuvre s'en est trouvée perturbée et il revient à nous, Monsieur le Président de la République, pour dire qu'il maintient le cap, qu'il continue à tenir ses engagements, mais mieux que ça, qu'il amplifie ses engagements. D'où ce programme économique qui a été appelé programme économique élargi des priorités du Président de la République. Il consiste à aller au-delà de ce qui a été mis en avant en janvier, aller au-delà de ce qui a été annoncé en mars pour tenir compte de l'effet de la pandémie et pour répondre aux situations les plus urgentes auxquelles font face les Mauritaniens. Donc, je rappelle que le Président de la République a annoncé un programme de relance orienté principalement vers les groupes vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous donner une présentation de ce programme et ses relations avec les autres programmes tels que Tahaoudati, etc. Est-ce que c'est une continuité? Merci. Je vais d'abord parler de cela. Il y a différents plans en Mauritanie, où il y avait différents plans. Il faut comprendre que le programme dont on parle ce soir n'est ni un programme à long terme de la Mauritanie, ni un plan qui vise à répondre à toutes les attentes des citoyens, ni un plan stratégique pour le développement du pays. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un ensemble d'initiatives, d'un ensemble d'actions que l'équipe économique, que le Président de la République trouve faisable, finançable, et avec un impact très fort sur les problèmes auxquels font face actuellement nos concitoyens, que sont l'emploi, que sont la pauvreté, que sont la qualité des équipements sociaux de base auxquels on a accès. Donc il s'agit de cela. Maintenant, nous avons tous entendu parler de la SCAP. La stratégie à long terme de développement du pays s'appelle la SCAP. La stratégie pour la croissance accélérée et la prospérité partagée. C'est ça la SCAP, et c'est une loi qui a été mise en œuvre depuis 2015 et 2030, et qui se découpe en plans quinquennaux. Et un plan quinquennal 2015 et 2020, qui est censé guider l'action de l'État mauritanien depuis 2015, qui est censé guider l'État mauritanien. 2015-2020 finit très bientôt. Donc on peut dire que ce plan-là n'aura pas un gros impact sur le programme élargi du Président de la République. Nous avons Tahaoudati, qui sont les priorités du Président, annoncées, d'abord qui sont un extrait des engagements du Président pendant la campagne présidentielle. Les engagements. Ces extraits, ces engagements sont inclus dans le programme ici. Toutes les composantes non encore mises en œuvre sont reprises dans ce programme élargi. Il y a eu le plan de riposte à la Covid, qui a été annoncé quand la Covid s'est déclarée dans le pays. Les composantes non encore mises en œuvre à ce jour sont retenues et incluses dans ce programme. Donc nous avons là un programme qui devient unique. Il n'y a plus plusieurs programmes à mettre en œuvre en même temps. Il y a un programme qui consolide l'ensemble des plans disponibles dans le pays actuellement.
Donc, il n'y a pas de contradiction. Je ne dirais même pas c'est une continuité, c'est un élargissement. C'est bien ça le titre. C'est un élargissement des engagements du président. Les priorités ont été élargies pour tenir compte des difficultés auxquelles font face actuellement les Mauritaniens. On ne peut pas parler d'une adaptation. Adaptation, disons que ce programme prend en compte l'effet de Covid. C'est clair, parce que l'effet de Covid n'est pas négligeable, particulièrement sur les populations les plus vulnérables, sur les services, sur toute l'économie informelle. L'impact est réel et il faut répondre à cette attente-là. Mais on va au-delà de cela. On veut aussi, par ce programme, le président veut débloquer certains secteurs qui n'arrivent pas à décoller de façon durable, les secteurs productifs, qui chacun dans son domaine connaît des difficultés de croissance durable, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Chacun des secteurs a encore des difficultés. Donc, nous allons au-delà. Le président de la République, avec ce programme élargi, va au-delà de ce qui était prévu dans les engagements prioritaires du mois de janvier 2020. Il y a une inquiétude chez les citoyens, à savoir les financements de ce programme, parce que certains pensent déjà qu'il y aura des taxes, qu'il y aura des impôts sur les populations, et vu les conditions dans lesquelles elles sont actuellement, ce sera très difficile pour eux. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Bien, ce programme est ambitieux, sans aucun doute. Quand on entend 240 milliards de guillas, c'est un montant, c'est significatif. 240 milliards de guillas sur 30 mois, c'est encore significatif, c'est très important. Mais je vais vous parler des deux risques auxquels pourrait faire face la mise en œuvre de ce programme. Le risque le plus important n'est pas le risque de mobilisation de financement. Ce n'est pas le plus important. Je ne peux pas dire qu'il est nul, parce que l'argent n'est pas là, disponible tout de suite. Mais non, les taxes, non. Il n'est pas prévu de taxes supplémentaires sur les populations. Au contraire, ce programme vise à aider les populations, donc il ne vise pas à les taxer ou à les surtaxer. Non, ce n'est pas ça l'objet. La mobilisation de ce financement se fera grâce aux ressources internes, grâce à l'appui de nos partenaires de développement, qui vont nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. Le risque important, et ça je crois qu'il faut que les Mauritaniens le sachent, mais des mesures sont prises pour faire face à ces risques-là. Le risque important, c'est la mise en œuvre. Il faut arriver à mettre en œuvre un plan aussi ambitieux, dans de bonnes conditions, dans la transparence et dans les délais prescrits par le président de la République. Pour moi, c'est ça le défi auquel tous ceux qui seront concernés par la mise en œuvre du plan, du programme, auront à faire face. Et ceux qui seront amenés à le mettre en œuvre, ce ne sont pas seulement les employés de l'État. Il y a les employés de l'État, il y a le secteur privé national, il a été conçu de façon à mobiliser essentiellement le secteur privé national, de façon à ce que l'impact soit encore beaucoup plus fort sur l'économie nationale. Est-ce que je peux comprendre que vous comptez beaucoup plus sur le secteur privé que sur les fonctionnaires de l'État? Ah non, non, non. Les fonctionnaires de l'État sont les partenaires du secteur privé. Les projets sont réalisés par le secteur privé, mais ils sont suivis, ils sont initiés par les fonctionnaires de l'État. Non, ils sont partenaires, ils travaillent ensemble. La faiblesse de l'un va se répercuter sur l'ensemble. Donc il faut que chacun des deux soit performant. Et pour aider les fonctionnaires de l'État, qui auront une surcharge de travail, parce que ce programme vient en sus de ce qu'ils font d'habitude, le programme prévoit en son sein une composante qui s'appelle gouvernance, qui inclut beaucoup d'autres choses, mais qui inclut en particulier un appui aux agents de l'État, aux structures de l'État chargées de l'exécution. Donc le programme annonce une transformation de l'économie. Comment expliquez-vous cela? C'est quoi une transformation de l'économie? Qu'est-ce qu'on entend par là? Mais on entend beaucoup de choses par là. On entend beaucoup de choses. En tout cas, dans 30 mois, je ne dirais pas que l'économie mauritanienne aura changé complètement. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit d'initier un processus de changement de l'économie. D'initier un processus. On va s'attaquer à beaucoup de choses. La première chose, c'est la formalisation de l'économie. Notre économie est dominée par l'informel. Il s'agit d'encourager nos frères, nos sœurs qui sont dans l'informel à se structurer.
à se formaliser. Ce serait tant mieux pour eux, ce serait tant mieux pour leurs employés et ce serait tant mieux pour l'État. Il faut les encourager à cela. Des dispositifs seront pris pour les encourager à cela. Il s'agit de développer de nouvelles filières économiques dans le pays qui avaient été délaissées. Telles que? Telles que la filière avicole. L'aviculture, les poulets, les œufs, etc. Nous sommes l'un des rares pays qui dépend autant de l'extérieur. Ce n'est pas une technologie compliquée. Pourquoi en sommes-nous là? L'État doit aider, doit encourager, doit accompagner les privés mauritaniens qui veulent se lancer dans cette filière. Il n'est pas normal que, actuellement, la Mauritanie continue à dépendre, presque entièrement, enfin en tout cas largement, de l'extérieur dans ce domaine-là. Prenons l'agriculture, qui ne cesse de promettre un décollage. Chaque 5 ans, chaque 6 ans, chaque 10 ans, on promet le décollage, on promet le décollage. Rien ne se passe. Qui ne vient pas. Hein, qui ne vient pas. Pourquoi? Il faut que l'État arrive à dénouer les points de blocage. Ça, c'est l'objet de plusieurs décisions qui sont prises, aussi bien pour l'agriculture irriguée que pour l'agriculture pluviale. Un ensemble de décisions sont prises à cet effet-là. Prenons la pêche. D'abord, commençons par la pêche continentale. Nous savons, il y a une société, la Société nationale de distribution de poissons, qui distribue le poisson à Zouarat, à Attar, je comprends. Qui distribue le poisson à Bogué ou en Bagne, je comprends moins. Il y a de l'eau là-bas. Pourquoi on n'aménage pas, on ne développe pas la culture continentale, la pisciculture, l'aquaculture? Dans tous les pays, en tout cas dans plusieurs pays, ça se fait et ça marche. Et c'est un gisement d'emploi, un gisement de croissance. Il appartient à l'État d'initier des actions pour accompagner tous ceux qui veulent. Notre jeunesse qui veut s'impliquer dans la production, de s'y lancer. Et donc, il s'agit de développer, de lancer de nouveaux secteurs, de nouvelles filières, de formaliser nos parents qui sont encore dans l'informel. C'est ça, l'initiation au changement. Tout cela on appelle un changement de mentalité. Est-ce que cet aspect a été pris en considération? Bien, ça se fait d'abord grâce à ces émissions-là. Je vous remercie pour cela. Que le chef de l'État lui-même s'implique, qu'il annonce lui-même le programme, je crois que c'est un signal qu'il ne manquera pas de faire tilt dans l'esprit des Mauritaniens pour dire c'est du sérieux, il faut que tout le monde essaie de s'adapter à cela. Le secteur privé est un partenaire important dans la mise en œuvre de ce programme. C'est un partenaire important tout simplement dans l'économie mauritanienne. Dans l'économie de tout pays, mais je parle de la Mauritanie, donc je parle de l'économie mauritanienne. Nous avons besoin de ce secteur privé, d'un secteur privé qui est à sa place. Il y a une belle place, il y a une grande place pour le secteur privé, il faut qu'il l'occupe et qu'il occupe seulement cette place-là. C'est un partenaire important qu'il faut sensibiliser, encourager à accompagner l'État dans la mise en œuvre de ce programme. Mais il y a aussi toute notre jeunesse qu'il serait bon de lancer dans l'entrepreneuriat. De lancer dans l'entrepreneuriat avec un esprit nouveau, avec l'esprit que, je l'espère, le président veut lancer, veut susciter dans le pays. Je crois que c'est la question que j'allais vous poser. Comme vous le savez, l'objectif de l'emploi des jeunes constitue une priorité pour le président de la République. Selon vous, quel est l'impact du programme sur l'emploi des jeunes? Important. Le programme devrait avoir un impact très important sur l'emploi de façon générale. Ça a été chiffré à plus de 50 000 emplois, parce que le programme a été conçu d'abord de façon à ce qu'il puisse être réalisé dans toute la mesure du possible par les entreprises mauritaniennes. Il a été conçu de façon à ce qu'il y ait un élément important de BTP. Le BTP, on le sait, emploie beaucoup, directement et indirectement. Quand on développe le secteur BTP, on développe beaucoup de services à côté. Le transport, la restauration, le logement, etc. Donc, il y a une forte composante BTP dans ce programme. C'est tout cela qui va impacter sur l'emploi
Et nous sommes très confiants que pendant les mois qui viennent, avec l'aide d'Allah, la mise en œuvre de ce programme aura un impact significatif sur l'emploi. Il a été conçu dans ce sens-là. On peut attendre les retombées positives de ce programme. Vous pouvez donner un délai dans 6 mois, dans 8 mois, dans une année? Disons, il y aura toute une équipe qui sera là pour faire le suivi. Le suivi de l'impact du programme sur l'emploi, sur la pauvreté, sur la croissance, c'est-à-dire la création de la richesse. Ça sera suivi. Vous dire c'est un peu difficile parce que les indicateurs sont encore à bâtir. Nous savons ce que nous allons suivre. Donnons-nous rendez-vous dans quelques mois. Et je vous dirai quelle serait la trajectoire que les indicateurs suivraient. Mais parce que tout dépend aussi de la mise en œuvre, du calendrier de mise en œuvre du programme. Mais ce que je peux vous dire, si le programme est réalisé comme prévu par le chef de l'État, il produira 52 000 emplois. Vous savez, Monsieur le ministre, les promesses enchantent les populations et les plus vulnérables. Quelles sont les retombées positives qu'on peut attendre d'ici des populations? Parce que les intentions ne manquent pas. Bien, il y a eu des intentions, il y a eu des promesses du chef de l'État, mais il y a eu des réalisations. Nous savons que depuis janvier, depuis que le programme prioritaire numéro 1 a été lancé, il y a eu des réalisations. Il y a eu des actions concrètes qui ont été faites. Donc, par rapport aux promesses du président Mohamed El Ghazouani, il y a du concret. Azouré là a des résultats en termes de transfert de cash vers les personnes les moins favorisées du pays, en termes d'appui pour des actions activités génératrices de revenus, en termes d'aide à l'emploi, en termes d'appui à nos étudiants pour augmenter les bourses, en termes de réduction des coûts de l'électricité, de l'eau, etc. Donc, il y a déjà du concret. Donc, oui, les promesses enchantent, mais quand il y a du concret, on prend ça au sérieux. Et ça, ce qui est prévu ici, c'est d'aller au-delà. C'est d'élargir, c'est d'amplifier. Quels sont les secteurs qui ont été le plus touchés par la Covid-19 et ceux qui ont le mieux résisté? Disons, ceux qui ont le mieux résisté, quand on voit l'état de l'économie du pays, je dirais que c'est d'abord les industries extractives. L'industrie minière mauritanienne s'est bien comportée, malgré la Covid. C'est tant mieux pour nous, et tant mieux pour nos employés dans ce secteur-là, et tant mieux pour la Banque centrale. Ça, c'est des secteurs qui n'ont pas beaucoup souffert. Ce n'est pas structurel à l'industrie minière, mais c'est lié au fait que les entreprises, les sociétés, la CNIM, Tasia, etc., l'État, à travers ses différents services, santé, sécurité, ont protégé ces zones-là. Il n'y a pas eu une diffusion massive de la pandémie dans ces régions. Leur production a peut-être été perturbée un tout petit peu à Tazias, mais pas vraiment de façon massive. Donc, c'est un secteur, le secteur extractif a résisté. Le secteur des services a beaucoup souffert. Les restaurants, le commerce, le transport, tout ce qui est lié d'une façon ou d'une autre au tourisme, le transport aérien bien sûr, ont beaucoup souffert. Or, c'est un secteur, les services, qui emploie beaucoup de Mauritaniens. Et qui emploie beaucoup de Mauritaniens aux revenus modestes. Ces gens ont besoin d'être appuyés. Comment ils seront appuyés? Ils seront appuyés d'abord par la redynamisation. Il faut redynamiser l'économie, parce que si on redynamise l'économie, c'est les services qui vont en profiter, donc indirectement, ça c'est un. Ils seront appuyés pour tous ceux qui voudront se rapprocher du formel, se formaliser. Des efforts seront faits au niveau du ministère de l'économie, au niveau de la direction du guichet unique, pour faciliter et accompagner et appuyer tous ceux qui voudront se rapprocher du formel. Vous l'avez dit, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus et qu'on approfondisse un peu. Pourquoi le programme se base essentiellement sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche? Non, il ne se base pas seulement sur ça. Ça, c'est le secteur productif sur lequel l'État qui emploie le plus de personnes.
Il y a d'autres secteurs qui sont très touchés. 33%, le tiers des ressources vont vers le secteur social. L'appui aux plus démunis, l'appui à la santé, l'appui à l'école, ça c'est le tiers. L'appui à l'emploi, c'est le tiers des ressources. Maintenant, on met l'accent sur le secteur productif. Vous savez, on ne peut pas distribuer longtemps, on ne peut pas financer le social si la production n'est pas développée. L'agriculture, l'élevage et la pêche, ce sont les premières richesses du pays. Ce sont les richesses renouvelables, ce sont les richesses durables, ce sont les richesses qui emploient le plus de Mauritaniens. Ce sont les richesses qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire. Donc ce sont les richesses sur lesquelles nous devons agir. L'industrie minière n'a pas tellement besoin d'un appui de l'État. Quand c'est rentable, soyez sûr que les investisseurs viendront pour le développer. Le secteur de transport, je ne l'ai pas dit, sera appuyé. Parce que c'est un secteur qui a été affecté. Des ressources seront mises à disposition pour aider au renouvellement du parc de voitures, des taxis, des voitures de transport public. Donc, on met l'accent sur ces trois-là que vous avez cités, parce que ce sont les richesses fondamentales, les richesses profondes du pays, c'est la pêche, c'est l'agriculture et c'est l'élevage. Quelles sont les mesures envisagées pour la réussite de ce programme pour qu'il n'y ait pas... Est-ce que vous avez tenu compte des possibilités, par exemple, du retour d'une vague, on parle de deuxième vague de pandémie, etc. Vous avez tenu compte de tout cela? Je vous ai parlé de deux risques. Le risque lié au financement, le risque lié aux difficultés de mise en œuvre du programme, parce qu'il est ambitieux, il fait appel aux ressources de la fonction publique et du secteur privé. Mais un troisième risque, et vous avez tout à fait raison de le signaler, le troisième risque est lié à la pandémie. Risque difficile à évaluer. S'il vient et que des mesures telles que celles qui avaient été prises en mars sont prises, certainement il aura un impact négatif sur la mise en œuvre du programme. Mais il y a des raisons de croire, avec ce qui se passe, avec ce qui se dit, que, à supposer qu'il y ait une deuxième vague, ce que nous espérons ne viendra pas, à supposer qu'il y ait une deuxième vague, je pense qu'on n'ira pas jusqu'à reconfiner les gens, couper les wilayas entre elles, etc. Il y aura une perturbation, ou il y aurait une perturbation, mais pas au niveau de ce que nous avons connu au cours des derniers mois. Mais vous avez raison, c'est un risque qui existe. C'est un risque qui va être pris en considération. Absolument, mais il faudra gérer les risques. Il faudra les gérer. On peut avoir une idée sur la participation des partenaires en pourcentage? En pourcentage, probablement autour de 40%. 40% et 60% par... Avec des ressources internes. Des ressources internes. Comme quoi? Quelles sont les ressources internes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Les ressources internes, c'est les ressources que lève la douane, que lèvent les impôts, qui sont collectés auprès de la SNIM, auprès des TASIAS. C'est ça les ressources internes. Est-ce que cela ne va pas perturber un peu l'organisation des projets qui étaient déjà mis en œuvre? Non, pas du tout. C'est en plus... Les projets déjà lancés continueront à être exécutés. C'est ce que j'ai dit. Il y aura un nouveau plan quinquennal. J'ai dit qu'il y a un premier plan quinquennal de l'ASCAP qui finit en décembre 2020. Il y aura un nouveau plan quinquennal qui va commencer en janvier 2021. Ce plan quinquennal commencé en 2021 prendra en compte les priorités du chef de l'État. Les populations les plus vulnérables seront contentes d'entendre cela en espérant que tout cela va se réaliser. Les populations les plus vulnérables ont élu le président Mohamed Cheikh Ghazouani sur la base de ses engagements. Et dans ces engagements, les populations les plus vulnérables sont au centre, sont au cœur de ses priorités. Il est normal qu'élus en place, ils mettent en œuvre son programme et qui, encore une fois, met les citoyens au cœur de l'activité gouvernementale. C'est normal qu'elle soit contente. Pouvez-vous nous donner une idée du mécanisme de suivi? Bien. C'est un programme important. Important par le volume des ressources en jeu, 240 milliards. Important par l'espoir qu'il peut créer, et vous en avez parlé, les populations ont raison d'avoir de l'espoir. Il mérite un suivi spécial. Un suivi spécial au niveau des résultats,
Je vous ai dit que donne rendez-vous dans quelques mois, je vous parlerai des indicateurs qui seront développés pour faire le suivi, surtout de l'impact social, mais surtout de l'impact de la croissance aussi. Ça sera fait. Mais il faut aussi s'assurer que ces ressources sont dépensées à bon escient. Et ça, je sais que c'est une inquiétude que plusieurs personnes ont déjà soulevée avec moi. Le chef de l'État a voulu que dans la composante gouvernance, il y ait des ressources suffisantes pour non seulement accompagner la mise en œuvre des projets, des programmes, parce qu'il faut que d'abord qu'ils s'exécutent, mais aussi qu'il y ait des moyens de contrôle. Des audits périodiques seront diligentés par des bureaux extérieurs. Enfin, extérieurs, je ne dis pas étrangers à l'État, étrangers à la Mauritanie, mais disons extérieurs à l'État, des privés qui viendront auditer de temps à autre différentes composantes du programme. Et ces audits seront initiés par un comité technique qui sera mis en place pour superviser la mise en œuvre du projet. Quels seront par exemple les départements qui seront impliqués dans la mise en œuvre? Vous pouvez nous donner des noms cités? Je dirais que... Tous les départements Je ne dirais pas tous les départements. La défense n'est pas concernée. Absolument. N'est-ce pas? La justice est peu concernée dans ce programme-là. Disons, et d'autres départements ne sont pas concernés. Vous l'avez dit, il concerne beaucoup les départements sociaux. Encore une fois, le tiers des ressources va vers le social. Donc, Ta'azour sera impacté, bien sûr. L'éducation, la santé, l'emploi, la jeunesse et l'emploi. Ça, c'est des départements qui seront fortement impactés. Vous avez dit, au niveau du secteur productif, l'agriculture, la pêche, l'élevage seront impactés. Oui, donc ces deux ministères seront très fortement impactés. Mais on n'a pas parlé de l'environnement, qui sera impacté. On n'a pas parlé de l'équipement et du transport, parce qu'il faudra aussi fluidifier la circulation dans nos villes, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Je ne l'ai pas dit, même si en termes de volume de ressources, c'est relativement modeste, mais il est important de le dire, de préparer l'avenir. On va recréer, pour être juste, je dirais on va créer un établissement en charge de l'entretien routier. Donc ceci va impacter le ministère de l'équipement. Donc ces ministères-là, c'est des ministères qui seront fortement impactés par la mise en œuvre de ce programme. Je vais vous rappeler un peu que le président de la République, dans son discours, il a lancé un appel aux forces vives, les partis politiques, les organisations. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Vous savez, le président tient beaucoup à la bonne gouvernance. Nous avons parlé seulement du mécanisme formel de contrôle, des audits, des bureaux d'études pour aider à la mise en œuvre, des comités techniques, des comités interministériels pour suivre. Ça, c'est l'aspect formel, structuré, étatique. Mais les médias, la société civile, tout le monde doit participer au contrôle, à s'assurer que les ressources de l'État sont dépensées à bon escient, que les travaux qui sont effectués sont exécutés dans de bonnes conditions, que le produit qui en sort est un produit de qualité. C'est chacun d'entre nous qui doit faire son travail de citoyen pour participer à ce travail de contrôle. C'est l'appel lancé par le chef de l'État. Je crois que la pandémie a révélé les faiblesses de notre économie, sans doute. Est-ce que c'est cette base-là que nous avons pensé à revoir la situation? La pandémie a révélé des faiblesses très graves. Malheureusement, on ne répond pas à toutes les faiblesses identifiées par la pandémie. La pandémie a révélé, par exemple, que nous n'avons pas d'industrie pharmaceutique. Malheureusement, ce programme ne répond pas à cette attente-là. C'est plus compliqué de produire des médicaments rassurants, des médicaments qui rassurent, mais c'est une faiblesse qui a été révélée par la pandémie. Mais ce que la pandémie a révélé de façon criante, c'est que nous dépendons de l'extérieur pour nous nourrir. Et ça, c'est très grave. Et d'où l'accent mis dans les secteurs que vous avez cités, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Parce qu'on n'est pas indépendant si on ne peut pas se nourrir.
C'est-à-dire que là, les secteurs de l'agriculture, de l'élevage sont des secteurs prioritaires en quelque sorte par rapport à ce qui se passe. Dans le cadre de ce programme-là, un accent spécial, un accent important sera mis sur ces secteurs, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Parce que ça nous permettra au moins de voir... Ça nous permet au moins de nous nourrir, au moins de diminuer, enfin d'augmenter le taux de couverture de nos besoins alimentaires. Vous savez, c'est un vieux rêve, l'autosuffisance alimentaire. C'était un slogan, c'est toujours un slogan, mais un jour, il faut bien transformer un rêve en réalité. Le nouveau programme qui est autonome, il sera exécuté sur 30 mois. Pourquoi le délai de 30 mois? C'est du réalisme. On pourrait dire 18 mois, mais très sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse réaliser ça en 18 mois. On va commencer par la mise en place des structures de base, c'est ça? On va commencer par la mise en place au niveau de chaque département consommateur de composantes de ce programme, par l'élaboration et l'adoption de plans d'exécution. Il faut que chaque département, parce que chaque département est responsable de la mise en œuvre. Donc chaque département répondra des délais dans lesquels le programme sera mis en œuvre. Et on commencera par cela, et j'espère dans très peu de temps, on aura un plan consolidé, un calendrier consolidé de mise en œuvre du programme. Et il appartiendra maintenant à chacun des départements, aidé par l'expertise extérieure qui sera mobilisée à cet effet, de veiller à ce que ce calendrier soit respecté. Je vais vous dire un passage du discours du président de la République dans lequel il dit que ce programme permettra de favoriser la cohésion entre notre système économique et la vision que fonde notre politique générale. Tout à fait. Je vais avoir plus d'explications sur ça. Bien. Vous avez lu les engagements du chef de l'État, du candidat d'abord, Mohamed Cheikh Ghazouani. On l'a dit au départ, mais je le répète ici, qui met beaucoup l'accent sur la personne, sur la justice, sur la promotion sociale. Ça, c'est au cœur de ses engagements. Ce programme, je l'ai dit, consacre 33% des ressources. Le tiers des ressources va directement dans le social. Et même les 2 tiers restants. Quand on crée des emplois dans le domaine de l'élevage, dans l'agriculture, c'est une façon de lutter contre la pauvreté, une façon de lutter contre l'extrême pauvreté. Tout ça concourt au développement de la personne. C'est-à-dire que l'être humain reste au centre de cette préoccupation. Exactement. Exactement. Ici aussi, je vais vous lire un autre passage dans lequel il dit que cette mutation est appelée à se mettre progressivement en place à travers un accroissement de l'investissement public. Je vous ai dit que nous sommes en train d'initier un processus. Donc, c'est progressif. Pour le moment, avec ce programme élargi, il s'agit d'initier un processus. Initier ce processus qui consiste d'abord à développer le secteur privé, à créer de nouveaux et de jeunes entrepreneurs, à formaliser les secteurs qui jusque-là sont en dehors de toute structure. Mais l'État jouera son rôle. L'État ne s'interdit pas d'avoir un rôle dans la production. Pas de façon durable, pas de façon pérenne, mais comme incitateur. Et donc, l'État va continuer à investir dans ce domaine-là, mais l'État va surtout investir dans les infrastructures indispensables pour le développement du secteur privé. Je me rappelle qu'on disait souvent que moins d'État, mieux d'État, mais je crois que ce n'est pas... Nous ne sommes pas là-dessus, c'est le contraire que nous sommes en train de vivre. Non, moi je ne dis... Non, ce que je dis, un État intelligent. Ce n'est pas une question de moins ou de mieux. Non, moi je parle d'un État intelligent. Il faut que les actions soient ciblées. L'État intervient quand quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Quand il est nécessaire de développer la filière avicole, pendant 60 ans, le marché tout seul n'a pas pu le faire, l'État doit intervenir. Non pas intervenir pour rester, mais intervenir pour initier, lancer et se retirer. Ça fait plus de 60 ans que nous avons un élevage traditionnel. Le marché tout seul n'a pas pu faire évoluer notre élevage. Le secteur de l'élevage est l'un des, je dirais, presque le premier secteur de richesse du pays. Mais je ne dirais pas que les éleveurs mauritaniens sont les plus riches du pays. Ce n'est pas le cas.
on ne peut pas continuer à laisser cette situation perdurer. L'État doit faire quelque chose. C'est le rôle de l'État. Donc, je dirais un État intelligent. Un État intelligent plutôt qu'un État... Je ne dis pas moins ou plus, je dirais un État intelligent. Quand c'est nécessaire, il faut le faire. Quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine. L'État lève la main. L'État lève la main. Quand ce n'est pas nécessaire, l'industrie minière se développe tout seul sans nous. Sans l'État. On n'a pas besoin. Le commerce se fait tout seul sans l'État. Il y a beaucoup de secteurs qui se font tout seuls sans l'État. Quand ça peut se faire sans l'État, l'État n'a pas à intervenir. Il a son rôle de supervision, de gestion, d'élaboration de politique, de contrôle, mais il n'est pas là pour investir, pour participer. Mais quand c'est faible, quand ça ne marche pas, l'État doit redresser. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec l'amélioration du climat des affaires? Ce que je constate, c'est que beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer les affaires. Beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer le classement de la Mauritanie Doing Business. Beaucoup d'efforts sont faits pour attirer le secteur privé. Ça, on le constate. Je constate aussi. Nous n'avons pas beaucoup d'investisseurs qui sont venus ces dernières années. Ceux qui sont venus essentiellement pour l'industrie extractive, offshore, qui emploie très peu. Or, la priorité du pays, c'est d'abord l'emploi. Nous avons une population jeune, nous avons besoin de créer des emplois. Le président de la République a annoncé dans son programme la création d'un conseil supérieur pour l'investissement mauritanien. Il l'avait annoncé dans son programme, il a pris un décret pour le mettre en place, pour le créer. Par ces biais-là, et par le dialogue avec le secteur privé, nous allons développer, améliorer le climat des affaires. Parce que, et je l'ai dit à ceux qui travaillent avec moi, le climat des affaires est la chose la plus facile à contrôler par un investisseur privé. Un investisseur privé ne lit pas les journaux, ne lit pas le Doing Business, on est bien classé, on est mal classé. Il vient voir. Il vient voir la réalité. Est-ce que l'électricité est disponible dans les bonnes conditions? Est-ce que le service des impôts est performant? Est-ce que le service, est-ce que la sécurité est acceptable? Ces gens viennent voir. Les papiers qu'on fait, les discours qu'on fait, c'est très bien, c'est excellent, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui amène un investisseur. Ce qui amène un investisseur, c'est un changement sur le terrain. Et avec le dialogue que le président veut entretenir lui-même, parce que ce conseil supérieur, c'est présidé par lui-même, il améliorera la confiance et la qualité du dialogue avec les investisseurs. Est-ce que vous savez que c'est devenu à la mode depuis quelques années de parler du volet environnement, etc. Oui. Est-ce que dans ce programme, le volet a été pris en considération? Il ne faut pas voir ça seulement comme étant un effet de mode. L'environnement s'impose à nous. On ne peut pas avoir un développement durable sans prendre en compte les aspects environnementaux. Ça doit être au cœur de nos activités, non pas pour faire beau, parce que c'est la mode, mais parce qu'on en a besoin. C'est une réalité. L'économie mauritanienne, l'économie durable, nous avons parlé de l'agriculture, de l'élevage. Ça dépend de l'environnement. Si le climat, on n'a pas parlé de risque climatique, mais le risque climatique existe. Ces pans entiers de l'économie mauritanienne dépendent des conditions climatiques. Donc l'environnement nous interpelle. Ce programme n'est pas un programme, encore une fois j'ai dit, ce programme ne règle pas tous les problèmes de la Mauritanie. Il n'est pas censé apporter des réponses à toutes les attentes des Mauritaniens, à toutes les attentes des différents secteurs économiques du pays. Mais malgré tout, une petite dose environnementale a été introduite. Ça peut paraître peu, mais au moins inculquer aux Mauritaniens la notion d'arbres, de forêt. Je pense que ce n'est pas mauvais. J'ai retenu parmi les axes principaux du discours du président le renforcement des capacités des secteurs sociaux et l'appui à la demande. L'appui à la demande, vous savez, ça c'est l'un des volets sociaux important, le transfert de cash. Ça, c'est l'appui à la demande. Ça a été fait dans la mise en œuvre du programme priorité numéro 1 et ce sera étendu dans ce programme numéro 2.
Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre les populations en position de demander d'assister éternellement? Très bien, c'est une bonne question. Ça dépend qui est le bénéficiaire. Je ne souhaiterais pas qu'on ait à distribuer l'argent aveuglément à tout le monde. Mais nous sommes une nation islamique, nous sommes une nation d'êtres humains. Quand vous avez devant vous un handicapé, la nature a fait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas s'autosuffire. Il a besoin d'être aidé. Soit il est aidé par ses proches, soit il mendie, soit l'État prend ses responsabilités vis-à-vis de cette personne-là. Et moi, je pense que c'est une bonne approche. Pour être une nation, il faut qu'on soit solidaire entre nous. Et solidaire avec ceux que la nature a dotés de moyens physiques ou intellectuels limités. L'appui à la demande, c'est un peu ça. Le renforcement de la lutte contre la désertification de la sécheresse. Cette année, on peut se satisfaire de la pluie. Mais est-ce que ces pluies-là, on remarque que chaque 4 ans, il y a une sécheresse. Chaque 4 ans, il y a une sécheresse. C'est une réalité avec les changements climatiques qu'il y a aujourd'hui. Au bout de chaque 4 ans, ça revient. 4 ans, c'est la sécheresse, et l'année suivante, il y a des inondations, etc. Est-ce que cette réalité, vous en avez tenu compte? Je ne peux pas dire que ce programme va empêcher la sécheresse de venir. Sans doute. Ne pas empêcher. Par contre, le développement de la culture irriguée est une réponse. Et l'une des réponses, il faudrait que on puisse, avec la culture irriguée, qui est relativement indépendante de la sécheresse, puisse apporter beaucoup dans l'approvisionnement du pays en produits alimentaires. La bonne gouvernance aussi. La bonne gouvernance, vous savez, on ne peut faire rien de durable. Rien de durable s'il n'y a pas bonne gouvernance. Je ne pense pas. On ne peut rien faire de durable. Encore une fois, je vous ai dit, il y a une composante gouvernance. Gouvernance. C'est extrêmement important et c'est au cœur du programme du chef de l'État. Le président de la République disait dans son discours que la réussite des grands programmes économiques ne dépend pas seulement que des performances des institutions officielles, des responsables de l'exécution des projets sur le terrain, mais requiert plutôt la participation des citoyens. On en a parlé, mais je dirais au-delà des citoyens, d'abord la réussite de ce programme, comme de tout autre programme qui viendra, si nous voulons que ce soit un programme exécuté en grande partie par des Mauritaniens, il faut que l'aspect institutionnel, public, joue son rôle. C'est-à-dire l'État et les démembrements de l'État. Il faut qu'ils jouent leur rôle correctement, dans la bonne gouvernance. Il faut que le secteur privé mauritanien joue son rôle, comme il se doit, dans la transparence. Il faut que le citoyen, soit à travers la vie associative, soit à travers des partis politiques, soit à travers toute autre forme d'initiative, puisse aussi jouer son rôle. Parce que tout le monde doit participer à bâtir la bonne gouvernance dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous entendez par le renforcement des infrastructures d'appui au développement? Je donne un exemple. Pour la culture irriguée, il est prévu la construction d'une ligne électrique le long du fleuve, enfin le long du fleuve et le long des rivières qui permettent l'irrigation des périmètres. C'est une infrastructure importante parce qu'elle contribue à baisser les coûts et à rendre la culture irriguée plus rentable. C'est une infrastructure importante. Construire des routes, désenclaver, ce sont des infrastructures importantes pour le développement. Les infrastructures numériques sont devenues maintenant une condition sine qua non de l'arrivée d'investisseurs. On ne peut plus faire grand-chose sans une infrastructure sérieuse et compétitive dans le domaine de l'Internet. Est-ce qu'on peut me parler d'une stratification des priorités dans ce programme? Ici, voyons d'abord la stratification qui vient des chiffres. Quand je dis 33% c'est le social, ça veut dire la première destination, c'est le social. La deuxième, c'est le secteur productif. Agriculture, élevage et pêche. Ça, ce sont les deux grandes priorités de ce programme. C'est déjà ça? C'est déjà ça, c'est déjà beaucoup. Le renforcement du secteur privé formel et informel, comment ça va se faire? Non, le secteur privé formel, c'est le secteur privé qu'on connaît actuellement, qui est
Qui est déjà structuré. Qui est relativement structuré, qui bénéficie des commandes de l'État, bien, qui peut aller aux banques, qui a des salariés qui peuvent avoir accès à la sécurité médicale. Ça, c'est le secteur privé formalisé. Mais il y a tous les autres. Tous les autres, beaucoup plus nombreux, qui, eux, n'ont pas accès à la commande publique. Les travailleurs ne sont pas à la CNAM, n'ont pas de retraite, qui ont difficilement accès au système bancaire. Ces gens-là, il faut les aider. Il faut les aider à se rapprocher du secteur formel. Et c'est l'une des missions que ce programme aura à remplir. Le volet formation doit aussi être important dans ça. La formation, d'abord la formation de base. Dans le volet social, un volume important de ressources va à l'école. Et va à l'école, va à la construction des écoles et à la réfection des écoles. Parce que nous avons beaucoup d'écoles dans un état pas très envieux quand on doit y envoyer ses propres enfants. Donc, on tient compte de cela. Donc, beaucoup de ressources vont dans ce sens. Un autre volet, c'est la formation professionnelle, qui est indispensable pour la création de l'emploi à certains niveaux. C'est encouragé. La réalité à l'intérieur du pays montre que les femmes sont beaucoup plus actives et dynamiques. Elles ne sont pas très intégrées dans le système. Est-ce que vous êtes dans le système économique? Lisez le programme. Il y a un volet pour l'emploi des femmes. Il y a un volet destiné aux femmes, destiné spécifiquement aux femmes. Spécifiquement aux femmes. Parce que Spécifiquement aux femmes. souvent, on a tendance à... Non. C'est l'une des priorités. Il y a un volet spécifiquement destiné aux femmes. Le développement rural aussi. Les activités génératrices de revenus et l'emploi féminin. L'emploi Féminin. L'emploi féminin. C'est une priorité. C'est l'une des priorités retenues dans ce programme. J'ai une question que l'un de mes téléspectateurs m'a demandé de vous poser. L'un de mes téléspectateurs m'a demandé de vous poser avant d'entrer. Pourquoi on a supprimé le ministère délégué chargé de la promotion de l'investissement pour le rajouter à votre département? Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de cette première expérience? Non, je ne prends pas ça comme ça. D'abord, je ne juge pas. C'est d'abord trop tôt pour juger, pour faire un bilan. Mais la promotion de l'investissement, pour moi, ça fait partie de l'économie. Quand on veut avoir une stratégie globale pour un pays comme le nôtre, il faut une promotion de l'investissement fait partie de cette stratégie globale. Nous sommes un pays qui est dans un état de développement où on doit attirer les investisseurs. Un programme spécial doit être fait pour attirer les investisseurs et c'est un effort quotidien, c'est un effort de tous les temps. Et avoir ces différentes directions générales ensemble, le financement, la promotion de l'investissement, la stratégie, les réformes, pour moi c'est très cohérent. Parce qu'on attire le secteur privé par des réformes. On attire le secteur privé en finançant certains secteurs. Parmi les deux secteurs, celui de la pêche artisanale et de la pêche industrielle, qu'est-ce qui emploie le plus? Je n'ai pas les chiffres, mais je dirais intuitivement c'est le secteur artisanal. Le plus rentable pour l'économie, c'est... Je dirais intuitivement c'est la pêche artisanale, parce que d'abord elle débarque. Donc il y a des emplois aussi bien en mer qu'à terre, et c'est qui est déjà pas mal, qui crée une activité d'abord à terre. Mais je laisserai ce chiffre-là à mon ami de la pêche. Je n'ai pas les chiffres en tête. On espère qu'il aura l'occasion de venir nous expliquer. Autre chose, dites-moi, pourquoi nous sommes un pays qui est connu pour avoir un cheptel en nombre extrêmement important et que nous n'arrivons pas à développer ce secteur? Quelles sont selon vous les causes de ce constat? Je vous l'ai dit, nous sommes restés très traditionnels. Nous avons un élevage traditionnel qui était là depuis toujours et qui n'a pas tellement évolué. Nous avons un cheptel important. Nous n'avons pas d'abattoir moderne. Nous continuons à exporter des animaux sur pied. Nous n'avons pas d'industrie de cuir. Nous avons encore un volume important d'importation de lait dans un pays comme la Mauritanie. Et tout ça, je crois, n'est pas très cohérent. Puisque le secteur privé n'a pas pu,
n'a pas pu agir, faire bouger les choses, je pense qu'il appartient à l'État de le faire. En partenariat avec le privé, naturellement. Bon, montrer l'exemple. Je vous ai dit, l'une des actions qui sera mise en place serait des fermes que l'État va créer un peu partout pour l'amélioration génétique des races. Produire plus de lait, j'espère plus de viande. Il ne s'agit pas de le faire en faire une activité commerciale pour l'État. Ce n'est pas la vocation de l'État. Il s'agit de montrer l'exemple. Et si ça marche, l'État va le céder à des privés. Avec l'espoir que les privés le verront et qu'ils vont multiplier ce genre d'activités dans le pays, à travers tout le pays. Il y a déjà d'expérience dans ce sens? Je ne suis pas informé de cela. Si, je crois qu'il y a des fermes pilotes. Pas loin d'ici, je suis au courant de cette ferme là-bas, je suis au courant des fermes privées. Peut-être la généralisation. Non, je pense à autre chose. Je ne pense pas à une ferme où l'État produirait le lait. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de fermes où l'État aiderait à l'insémination naturelle, l'insémination artificielle des vaches. C'est pas coûteux? Vous ne pensez pas qu'il y a un coût? Mais le problème, ce n'est pas le coût. C'est le prix. Le problème, ce n'est pas le coût. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est rentable. Est-ce que ça vaut le coup? Quel que soit le coût, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. Et si les privés se rendent compte que c'est une activité commercialement rentable, on espère qu'ils vont s'y mettre. Et l'État va se dégager. Monsieur le ministre, l'émission touche à sa fin. Je voudrais que vous adressiez un message aux téléspectateurs. Si vous devez leur dire quelque chose directement, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je voudrais leur dire d'abord qu'ils doivent noter qu'à la suite du Conseil des ministres d'hier, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu lui-même rendre compte de la décision, d'une des décisions qui a été prise au Conseil des ministres, à savoir l'adoption de ce programme élargi. C'est dire l'importance accordée au plus haut niveau de l'État à ce programme qui vise à répondre aux attentes urgentes des populations, donc l'attention accordée par le chef de l'État aux préoccupations des citoyens, aux préoccupations urgentes, qui sont l'emploi, qui sont la pauvreté, qui sont la nécessité de développer des infrastructures de base dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Non, c'est un souci permanent du chef de l'État. Et ce programme répond en partie à cela. Je voudrais qu'il retienne cela. C'est une priorité du gouvernement. La deuxième chose que je voudrais qu'il retienne, c'est que ce programme est ambitieux. Il est très ambitieux. Il faut que chacun y mette du sien pour qu'il soit réalisé. Le chef de l'État a instruit, le gouvernement s'organisera de façon à ce que, de son point de vue, de son côté, tout soit mis en œuvre pour que le programme soit exécuté dans les délais. Mais il ne le fera pas seul. Le président ne le fera pas seul, le gouvernement ne le fera pas seul. Il le fera avec l'aide de tous les partenaires potentiels. J'ai parlé du secteur privé, mais j'ai parlé aussi de tous les citoyens, chacun là où il est. Les jeunes doivent se porter volontaires pour devenir entrepreneurs, pas seulement des employés. On a besoin d'employés, mais on a aussi besoin d'entrepreneurs. La troisième chose, et la dernière que je voudrais que les téléspectateurs retiennent, c'est le souci de transparence qui animera la mise en œuvre de ce programme. Je vous ai parlé des dispositifs élaborés à cet effet, mais il appartiendra à chacun de surveiller la mise en œuvre de ce programme. Je vous remercie. Ce sera donc le mot de la fin. Chers téléspectateurs, je rappelle que j'avais comme invité ce soir le ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur politique, M. Ousmane Mamoudou Kane, qui a bien voulu répondre à l'invitation. Bonsoir, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation encore une fois avec votre staff qui vous a accompagné. Chers téléspectateurs, je vous retrouverai bientôt dans une autre émission. D'ici là, restez à l'écoute et suivre la télévision d'El Mauritania.